Dans cette vidéo, nous allons construire l'intégrale par rapport à une mesure dans le cas des fonctions étagées positives. Rappelons tout de suite ce qu'est une fonction étagée, donc c'est un rappel du chapitre 3. Une fonction d'un espace mesurable dans R est dite étagée si, d'une part, elle est mesurable, et d'autre part, elle prend un nombre fini de valeurs. Et nous avions remarqué que être une fonction étagée, c'est équivalent à être une combinaison linéaire de fonctions indicatrices d'ensemble mesurable. Bon. Nous pouvons bien sûr étendre cette définition à une fonction qui va dans R plus bar, c'est-à-dire l'ensemble 0 plus l'infini, dans laquelle on prend plus l'infini, on autorise la fonction à prendre la valeur plus l'infini, et je vous rappelle que nous avions défini un certain nombre d'opérations sur cet ensemble, qui notamment était l'addition de deux éléments de R plus bar, la multiplication de deux éléments de R plus bar, ainsi de suite. Alors, on n'a pas de structure de groupe naturellement ou de structure algébrique riche, mais nous avons la possibilité de faire ces opérations. Donc, je vous renvoie au chapitre 3 si vous avez oublié la manière dont nous procédons. Juste un rappel, 0 fois l'infini a été défini comme égal à 0. Voilà, c'est une opération, ce n'est pas une forme indéterminée, c'est une opération que j'ai définie dans R plus bar. Bon, alors avec ça, eh bien, je vais commencer par remarquer que lorsque j'ai une fonction étagée, il y a une manière d'écrire cette combinaison linéaire de fonctions indicatrices de manière un peu particulière, c'est si j'ordonne les valeurs que prend la fonction. Donc je rappelle, il y a un nombre fini, donc n valeurs. Et que je note AI, l'image réciproque de AI, eh bien si je fais ça, la décomposition somme combinaison linéaire des f et de f donc combinaison linéaire de fonctions indicatrices est unique. Alors, par exemple, ici, je prends une fonction f qui va être la décomposition sur trois fonctions indicatrices. Donc, j'ai trois valeurs, alpha 1, alpha 2, alpha 3. Et donc, cette fonction f, ça va être égal à alpha 1 fois la fonction indicatrice de l'ensemble A1, plus alpha 2 fois la fonction indicatrice de l'ensemble A2, plus alpha 3 fois la fonction indicatrice de A3, plus 0 fois la fonction indicatrice du complémentaire. Bon. Alors, encore une fois, alpha i et ai sont uniques, et les ai forment une partition de mon ensemble E. Bon. Eh bien, je vais définir maintenant l'intégrale de cette fonction étagée positive f par rapport à la mesure mu de la manière suivante. Je dis, je fais la somme des alpha i fois la mesure des ensembles AI. Donc, vous remarquez ici que j'ai une somme parfaitement finie, c'est pas une série, c'est une somme finie, puisque une fonction étagée prend un nombre fini de valeurs. Donc, c'est une somme qui a rien de plus, de moins original que cette somme-là. Donc, des alpha i, qui sont les valeurs de la fonction f, que la fonction f prend, multipliées donc par la mesure des AI. Et là, il s'agit d'une opération qui est dans R plus bar, et en particulier, donc si alpha i est égal à 0, même si mu est égal à plus l'infini, mu de ai est égal à plus l'infini, le produit sera égal à 0. Voilà, donc voilà pour la définition de l'intégrale. Vous remarquez la notation qu'on utilise, intégrale sur E de f de x mu dx. Donc on dit quoi? On dit la mesure par rapport à laquelle on intègre, évidemment, est importante. L'intégrale va en dépendre, donc ça doit apparaître. Donc on le fait apparaître avec mu ici. Et entre parenthèses dx, pour indiquer la variable d'intégration, celle qui apparaît ici dans la fonction f. Une autre notation possible, qui ne fait pas intervenir le x, c'est intégrale f d mu. Voilà. Ici, vous notez bien que dx, dmu n'a rien à voir avec une petite quantité. Non, c'est une notation. C'est l'intégrale par rapport à une mesure de la fonction f sur l'ensemble E. Je vous invite à ce stade à mettre la vidéo en pause et bien comprendre ce qu'on a fait jusqu'à présent. Bon, si vous avez très bien compris ce qu'on a fait jusqu'à présent, continuez avec nous. Sinon, mettez en pause et assurez-vous d'avoir bien compris avant de passer à la suite. Alors, à ce stade, eh bien, on va tout de suite faire une remarque.
qui est la suivante. Si la fonction f, au lieu de faire cette décomposition unique alpha i à i, j'avais pris une autre décomposition, eh bien j'aurais pu calculer l'intégrale simplement en faisant la somme des, donc bêta i, c'est les valeurs prises par f, bi sur les ensembles sur lesquels le prend, ça peut être une autre décomposition, il n'y a pas de problème. Par exemple, tout à l'heure, on avait un ensemble qui était composé de deux composantes connexes, de deux intervalles, on aurait pu très bien les noter b1, b2. Bon, ça n'a pas d'importance parce que on constate qu'on peut tout à fait, pour la raison qui est indiquée ici, exprimer ces ensembles de manière en utilisant la décomposition unique dont on a parlé. Donc ça ne pose aucune difficulté, quelle que soit la fonction étagée, à partir du moment où elle s'exprime comme une somme de coefficients fois des fonctions indicatrices d'ensemble, eh bien l'intégrale, c'est simplement la somme de ces coefficients fois la mesure de ces ensembles dont on a regardé la fonction indicatrice. Bon, pas de difficulté de ce côté-là. Et donc, à partir de là, je vais donner maintenant quelques propositions sur les intégrales de fonctions étagées positives. Alors, première proposition, c'est linéaire. C'est le moins qu'on pouvait attendre, mais c'est une bonne nouvelle. Linéaire en particulier, ça veut dire que si je prends deux fonctions étagées à valeur dans R plus bar, et si je prends un nombre lambda dans R plus bar, eh bien l'intégrale de f plus lambda g, c'est l'intégrale de f plus lambda intégrale de g. Alors comment est-ce que ça se démontre? Eh bien, je vais commencer par dire que bon, f et g sont étagés, donc je les exprime comme combinaison linéaire de fonctions indicatrices. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder une espèce de brique commune entre les AI et les BI. Donc je vais regarder toutes les intersections des AI et des BJ. Alors, comme j'ai NAI et MB, enfin, comme j'ai NAI et MBJ, eh bien, j'en ai un nombre fini d'intersections des AI inter-BJ, on peut me le calculer assez facilement. Et donc, ce que je vais dire, c'est que maintenant, je vais exprimer F et G comme somme de coefficients fois les fonctions indicatrices sur ces briques de base, sur ces AI inter-BJ. Quand je fais ça, je peux du coup très facilement faire la somme de f plus, de faire la somme de f et de lambda g avec cette expression-là, ce qui va me donner tout à fait immédiatement le fait que l'intégrale de f plus lambda g, c'est cette somme, et mu de AI inter BJ. Et puis là, par linéarité, je vais pouvoir obtenir mon alpha i plus lambda fois la deuxième somme, ce qui me donne exactement la somme des deux intégrales, et ce qui démontre donc la linéarité de l'intégrale. Deuxième proposition, si je prends deux fonctions étagées à valeur dans R plus bar, avec f plus petit que g, eh bien, j'ai l'intégrale de f qui est plus petite que l'intégrale de g. Donc, j'ai une forme positive. Et comment est-ce que ça se démontre? Simplement en constatant que g moins f est positif, et donc l'intégrale de g, c'est l'intégrale de f plus une quantité positive. Donc, on a bien l'inégalité que l'on cherchait à avoir. Troisième proposition, si j'ai une fonction étagée à valeur dans R plus bar, eh bien, si f est nul presque partout, son intégrale sera nulle. Alors, je rappelle que être nul presque partout, ça veut dire que la mesure des endroits où elle n'est pas nulle est de mesure nulle. La mesure de l'endroit où elle n'est pas nulle, c'est 0. Donc les points où elle n'est pas nulle, enfin l'ensemble où elle n'est pas nulle, c'est de mesure nulle. Bon. Donc, comment est-ce qu'on fait pour démontrer ça? Tout d'abord, on va écrire f sous la forme de sa combinaison linéaire de fonctions indicatrices, ordonnées, donc alpha 1 jusqu'à alpha n, les AI, donc l'image réciproque de chacun des alpha i, et ce qu'on va dire, c'est de deux choses l'une. Soit alpha 1 égale 0. Bon. Dans ce cas, à partir de alpha 2, c'est toujours strictement positif. Donc, les AI qui sont l'ensemble des x dans E, tels que f de x soit égal à alpha i, sera forcément inclus dans l'ensemble des x de E, tel que f de x est strictement positif. Et pareil, si alpha 1 est strictement positif, on va avoir la même chose, mais même pour alpha 1, même pour 1. D'accord? Donc, ce qui va se produire, c'est que dans les deux cas, la mesure de ces AI va être plus petite que la mesure de l'ensemble des points où f de x est différent de 0, et donc ça va être égal à 0. Bon. Et bien alors, maintenant, quand je fais la somme des i pour la somme des alpha i mu de ai pour i var de 1 jusqu'à n, de toute façon, ça sera forcément 0, parce qu'une somme de 0, c'est égal à 0. Voilà. Donc voilà pour l'intégrale par rapport à une fonction étagée positive.
Maintenant, dans la vidéo suivante, nous allons regarder ce qui se passe pour les fonctions positives, mais pas forcément étagées.